C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Juliette Limbaud. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de l'émission la plus mythique de la télévision. Et oui, Thalassa. Thalassa, vous êtes passionnée de mer, des océans. Et vous publiez d'ailleurs ce beau livre qui porte très bien son nom. Touche pas à ma mère. C'est chez Tana Éditions. Finalement, d'où vient cet amour inconditionnel pour l'eau, pour les océans ? Mais écoutez, je crois que ça vient de mon enfance en fait, parce que je suis née au bord de la mer. Je suis née dans une grande ville de bord de mer qui s'appelle Marseille. Et en fait, toute mon enfance, j'ai fait du bateau, du dériveur, de la planche à voile. Et la particularité du dériveur ou de la planche à voile, c'est que quand on le pratique, en fait, on est vraiment au ras de l'eau. Donc je me suis pris des vagues dans la figure. J'ai vraiment été dans une approche, on va dire, sensorielle de la mer, où je revenais avec la peau pleine de sel. Et donc j'ai un attachement vraiment à cet élément. Et voilà. Et donc après, et ça m'est resté. Et quand j'ai pu travailler avec l'équipe de Georges Pernoud, j'avais l'impression que c'était une évidence. Et voilà. Et dans ce beau livre, justement, il y a plein de très belles photos, il y a des très beaux croquis aussi, c'est illustré. On apprend plein de choses, et alors notamment que eh bien, le poumon de la planète, c'est pas comme on peut souvent l'entendre dire les arbres, en tout cas pas seulement, mais c'est avant tout les océans. Ah oui, parce que 50% en fait, de l'oxygène que nous respirons, la moitié, vient des océans. Alors c'est quelque chose, voilà, c'est énorme. Il absorbe aussi 30% de nos émissions de CO2. Donc c'est aussi donc l'océan est un élément essentiel pour nous, pour nos vies, pour l'équilibre de la Terre. Et c'est ce que j'ai voulu faire en fait dans ce livre, c'est je me suis dit, et si pour mieux comprendre le rôle de l'océan, comprendre que c'est une pièce maîtresse de notre équilibre, si je me mettais dans la tête de l'océan pour voir ce qu'il raconterait, ce qu'il pourrait dire, s'il pouvait parler depuis 4 milliards d'années, parce qu'il est né il y a 4 milliards d'années, et donc il nous a vu naître, il nous a vu grandir, il nous a vu traverser ses premiers océans, il nous a vu se battre, pour avoir des guerres, avoir les premières idées de plonger sous l'eau. Enfin voilà, il nous a vu évoluer en fait l'océan. Et il évolue aussi avec notre évolution en fait. On l'a embarqué dans notre industrialisation, on l'a embarqué dans notre modernité. Et quand on parle de poumon, justement de la planète, il est poreux finalement cet océan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté finalement l'atmosphère et puis de l'autre côté l'eau. Non. Les deux sont... Tout est interdépendant. En fait, c'est ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que l'océan, c'est 70% de la surface de la Terre, donc c'est énorme. Nous, on est réfugiés sur les 30% qui restent. Voilà. Et donc, l'océan entoure les terres et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de frontières. Les courants circulent entre les pays et les poissons n'ont pas de passeport. Ils peuvent se balader d'un pays à l'autre sans avoir à montrer une quelconque pièce d'identité. Donc, c'est ça que j'ai aussi voulu montrer, c'est que nous, on régit... D'ailleurs, c'est pour ça que la COP26... Justement, la COP26, voilà, 70% de notre planète, alors elle et l'océan est emparée. Alors, a été un des grands oubliés de la COP26. Pourtant, quand on parle de CO2, quand on parle de réchauffement, on parle de l'océan. Parce que c'est lui qui absorbe le CO2 et c'est lui qui absorbe la chaleur qui est en excès dans notre atmosphère. Donc, il est essentiel à notre survie. Et donc, comme vous le dites, tout est interdépendant. Tout circule et en fait les pays ont oublié qu'il fallait en fait on devait faire attention au réchauffement climatique mais ensemble et que la COP26 c'était tous les pays ensemble qui devaient faire attention parce que on l'a bien vu quand il y a un endroit qui est pollué, quand un pays est émetteur de trop de CO2, c'est pas lui qui souvent paye le plus lourd tribut du réchauffement climatique. Donc en fait tout est interdépendant et c'est vraiment ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est il faut faire attention tous ensemble, tous les pays ensemble à l'océan. On a en tête l'image du 7e continent de plastique. Ça, c'est quelque chose qui commence à être bien enregistré, avec ces bouteilles, ces déchets de plastique, ces sachets de plastique qui recouvrent une immense partie des mers. Mais alors, j'ai découvert une autre nuisance complètement méconnue, en tout cas de moi à ce point-là, c'est la pollution sonore. On imagine bien que c'est pas l'idéal pour les poissons, mais en fait, c'est une nuisance extrêmement néfaste pour tous les fonds marins. Oui, alors en fait, la pollution, l'étude des sons sous-marins, c'est une science qui est assez récente, elle date de l'après-guerre. C'est surtout les militaires, en fait, qui s'attachaient à écouter la mer, parce que leur sonar était souvent perturbé par les sons des animaux marins. Et en fait, petit à petit, les scientifiques s'y sont intéressés, ont redécouvert des archives oubliées des militaires, où ils ont entendu plein de sons de baleines, plein de sons de mammifères marins. Qui communiquent entre elles, et qui communiquent entre eux. Et donc, ils se sont dit, il faut étudier le son. Malheureusement, cette science
est une science récente, donc l'homme était déjà présent. Donc on ne sait pas à quoi ressemblait le paysage sonore des fonds marins avant l'arrivée de l'homme. Oui. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Le fameux monde du silence, il n'existe pas. Il y a beaucoup Mais en tout cas, l'homme est extrêmement invasif au niveau sonore. Ouais. Et alors qu'il y a plein de choses qui se passent sous la mer, les poissons communiquent entre eux pour se reproduire. Souvent, on peut, en écoutant un endroit, on peut savoir si la biodiversité est riche, si c'est un endroit de reproduction, si c'est un endroit qu'il faut protéger. Donc les sons sont des indicateurs extrêmement importants pour la biodiversité et la protection de la biodiversité. Alors on apprend plein de choses, on apprend aussi que les fameux abysses dont on parle ou qu'on imagine parfois dans les films notamment, parfois d'anticipation, eh bien il y a des abysses qu'on n'a jamais explorés puisque en vous lisant, moi ça m'a rappelé qu'au-delà de 2500 mètres, en fait on n'était jamais allé voir ce qui s'y passait. Donc c'est ce qu'on appelle les fosses. On peut aller jusqu'à 11 000 mètres, il y a une vie incroyable sous-marine, mais c'est aussi l'occasion de faire le point, et on s'en rend compte dans votre livre, sur toute cette diversité qui a disparu. Vous proposez des solutions. Vous dites la mer peut être résiliente. Oui, la mer peut être résiliente. Alors juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, en fait c'est vrai que l'océan, on peut difficilement l'étudier. La poussée d'Archimède qui repousse les hommes vers le haut, en fait les corps vers le haut, c'est le meilleur bouclier pour les océans pour le protéger. Voilà, parce que du coup ça devient un endroit inaccessible. Mais des endroits on n'est jamais allé. Il y a des endroits où on n'est jamais allé. La fosse des Mariannes, oui, à 11 000 mètres, à un endroit précis. D'ailleurs, on y a trouvé du plastique. Il y a les dorsales océaniques, on peut y plonger, mais il n'y a que 10 équipes dans le monde qui savent plonger sur ces endroits-là à 2500 mètres de profondeur. Voilà, donc c'est la meilleure protection de l'océan, c'est son inaccessibilité. Pardon. Voilà. Après, effectivement, il ne faut pas oublier que la mer est résiliente. Et donc, il y a des aires marines protégées qui serait une des meilleures solutions, puisqu'il y a des exemples sur les côtes françaises, comme à Bagnols-sur-Mer, où on a 50 ans d'expérience à cet endroit-là. Et on a vu que quand on protège un endroit, quand on le sanctuarise, en fait, les poissons reviennent, la vie revient, et on peut retrouver une biodiversité perdue. Les mérous à cet endroit-là, qui avaient quasiment disparu, et maintenant, ils sont revenus, il y en a pratiquement 600. Donc, protéger, ça marche. Et l'idée, c'est qu'en fait, il faut protéger en faisant plusieurs aires marines protégées le long des côtes, mais aussi partout, parce que comme je vous expliquais, les poissons n'ont pas de frontières, donc on peut protéger en France. Si on ne protège pas en Espagne de l'autre côté, tout ce qu'on aura fait en France, en fait, sera balayé par des pêcheurs qui, de l'autre côté, n'auront pas les mêmes règles que nous. Et il y a des poissons qu'on pourrait voir revenir aujourd'hui. Alors revenir, s'ils ont complètement disparu, non, mais en tout cas retrouver un stock de poissons conséquent qui permettrait de se dire, c'est possible. Et on peut retrouver des stocks de poissons et une biodiversité, une bonne partie de la biodiversité qu'on a perdue, on pourrait la retrouver dans une génération, en fait, dans une cinquantaine d'années. Un petit mot pour finir. On sait que bien sûr la mer attire les convoitises. Bon, il y a l'être humain qui l'a détruit, mais il y a aussi une course effrénée entre industriels et scientifiques. Vous parlez de nouvel Eldorado. Alors il y a un nouvel Eldorado, les fameuses dorsales océaniques dont on parlait, c'est là où la matière se crée, c'est là où le magma sort de la Terre et où les plaques océaniques s'écartent. Et à ces endroits-là, il y a des richesses, à ces endroits-là, il y a d'autres endroits aussi, il y a des richesses incroyables. L'or. Il y a des métaux précieux, des terres rares, et il y a déjà des industriels qui sont en train d'étudier des engins assez incroyables, assez futuristes, qui ressemblent à des engins de science-fiction, et qui pourraient donc aller sous la mer récupérer ces métaux précieux. Malheureusement, la science et les industriels vont à la même vitesse, et donc ce qu'il faudrait, c'est que la science ait un peu d'avance pour étudier, pour mesurer les risques, et que les industriels attendent. Voilà, donc pour ne pas détruire les fonds marins. Merci voilà. Juliette Limbaud. Touche pas à ma mer. Le message est passé avec plein d'histoires, de découvertes et puis de témoignages aussi de passionnés. Et bien sûr, toujours Thalassa sur France 3. Vous nous rappelez les horaires? C'est le dimanche. Le dimanche. De 15h à 17h. Merci. Voilà. Puis, bon vent, comme on dit chez vous. Merci à vous en tout cas. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.